tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et je vous retrouve pour un update de lecture spécial BD. J'ai décidé de tester un format différent pour ce genre de vidéo là parce que les bandes dessinées je ne les garde pas en ma possession, je les rends à la librairie et donc c'est compliqué de vous faire des points lecture très posés, donc ce que je vais faire c'est vous le faire plutôt en mode vlog. Donc chaque fois que je termine une bande dessinée je viens vous en parler ici et quand j'en ai quelques-unes que j'ai assez de contenu je vous poste la vidéo et comme ça distingue bien les updates de lecture, romans et bande dessinée pour ceux que la bande dessinée n'intéresse pas. On commence avec Le Jardin secret de Maud Bégon, d'après le roman de Frances Burnett. J'avais jamais entendu parler de ce roman, je ne le connais pas, mais j'ai craqué pour cette adaptation bande dessinée quand je l'ai vue à la librairie. Je me suis dit, oh là là, j'ai absolument envie de lire ça. Donc c'est une bande dessinée jeunesse. Pour ce qui est de l'histoire, on est au début du XXe siècle, au départ en Inde, avec une petite fille qui s'appelle Marie. C'est une petite fille irascible, avec un mauvais caractère, vraiment pas facile à vivre, et toute sa famille va décéder du choléra. Donc elle va être envoyée en Angleterre chez un oncle qu'elle a jamais vu, mais qui habite dans un manoir très mystérieux, et cet oncle est bossu, donc il y a beaucoup de légendes autour de lui. En plus elle connaît pas du tout l'Angleterre, donc elle appréhende un petit peu de s'y rendre. Et en fait en Angleterre c'est une autre vie qu'elle va connaître, parce que déjà elle a toujours vécu avec des domestiques, elle a jamais dû se débrouiller un peu par elle-même. Son oncle est pas forcément sympa parce qu'il ne veut pas la voir, il ne veut pas lui parler parce que depuis que sa femme est décédée, il est extrêmement triste. Et elle va mener un petit peu sa petite vie et elle va découvrir un jardin caché de tous qui était le jardin de la femme de son oncle, celle qui est décédée, et elle va essayer de percer son mystère. On est dans une ambiance à la fois très mignonne parce qu'on a cette petite fille qui est très difficile à vivre et qui au fur et à mesure va prendre conscience de beaucoup de choses et va prendre conscience que ça ne sert à rien de se comporter comme une petite princesse. Et à la fois, on a une ambiance très mystérieuse dans ce vieux manoir en Angleterre. Le temps est assez maussade. En plus, c'est rigolo parce que elle connaît pas du tout ce genre de température, elle a toujours vécu en Inde, elle comprend pas comment les choses poussent, elle comprend pas la nature en Angleterre, donc ça c'est un côté chouette. Et puis il y a cette ambiance mystérieuse avec ce jardin, et il y a d'autres mystères qui planent mais dont je ne vous parlerai pas. C'est seulement une première partie, donc je pense que ce sera en deux parties, mais j'ai pas la confirmation, j'ai pas été vérifiée. La deuxième partie n'est pas encore sortie en tout cas, mais je la lirai avec plaisir parce que j'ai trouvé ça super mignon. En plus j'ai beaucoup aimé le dessin parce que la nature est omniprésente et même les traits des personnages, j'ai trouvé que c'était super mimi. En conclusion, une très bonne bande dessinée pour les enfants. J'ai lu la bande dessinée Ne m'oublie pas d'Alix Garin qui parle de la maladie d'Alzheimer. On va suivre une jeune femme qui s'appelle Clémence, qui est comédienne, dont la grand-mère a été placée en maison de repos et elle a fugué pour la 3e fois. En fait, elle veut repartir dans la maison de son enfance, retrouver ses parents. Et donc, ça fait plusieurs fois qu'elle s'enfuit de la maison de repos, ce qui inquiète beaucoup les médecins, les infirmiers, les soignants. Et ils veulent envisager un traitement plus lourd pour empêcher que ça se reproduise. Et la mère de Clémence est plutôt d'accord avec ça parce que elle trouve que ça devient ingérable. Et en fait, Clémence, sur un coup de tête, décide d'emmener sa grand-mère. Elles partent pour un road trip à deux et elle décide de l'emmener dans la maison de son enfance qui est à des heures et des heures de route. Donc les deux femmes s'embarquent à deux dans ce périple et on va les suivre le long de la route. C'est très beau, c'est très émouvant parce que on a vraiment ces deux générations de femmes qui n'ont pas les mêmes problématiques dans la vie et qui pourtant ont une connexion tellement forte. Les dessins accompagnent très bien tout ça aussi. Au début, je savais pas vraiment si j'aimais les dessins ou pas. Je savais pas si j'y étais sensible et en fait au fur et à mesure je me suis laissée prendre par le trait. J'ai trouvé qu'il était très beau et très doux et en plus de ça il y a notamment une scène de sexe et c'est magnifique, je trouve, comment c'est représenté parce que c'est pas du tout figuratif, c'est juste à l'aide de traits, on comprend qu'il y a une union entre deux corps, mais c'est tout à fait suggéré, sous-entendu. J'ai aussi beaucoup aimé la manière dont Alix Garin va représenter les corps de femmes, les corps nus notamment, parce que on va voir la grand-mère nue et c'est un corps de vieille femme, c'est un corps avec des rides, avec des marques, avec des seins qui pendent et je trouve que tout ça c'est tout en pudeur et en même temps tout en justesse. On n'essaie pas d'enjoliver la réalité et ça m'a vraiment beaucoup plu cet aspect-là. Il y a plein de sous-thématiques qui sont traitées dans la bande dessinée dont je ne vais pas vous parler. En tout cas, la thématique principale, la maladie d'Alzheimer,
est très bien représentée, j'ai envie de vous dire. Après, j'ai jamais été directement confrontée à quelqu'un qui a été atteint par cette maladie, mais en tout cas, tout ce qui est émotion transparaît très bien dans la bande dessinée, et ça m'a vraiment beaucoup plu. Peut-être que la fin est un petit peu too much à mon sens, ça va peut-être un peu trop loin, mais tout le reste est d'une justesse impeccable. Moi j'ai adoré cette relation entre ces deux femmes, j'ai trouvé ça très beau, et donc je vous recommande très chaudement cette bande dessinée. J'ai lu La Bibliomule de Cordoue de Lupano et Cheminot. C'est une bande dessinée qui m'avait été recommandée par un de mes collègues parce que ça parle vraiment des livres, de la lecture, donc il s'est dit que ça allait me plaire, et effectivement j'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé ça super intéressant. En fait, ça se passe au Xe siècle à Cordoue. On a deux califes qui se sont succédés et qui étaient vraiment pour la diffusion des savoirs, très férus de lecture, de science, et donc ils étaient pour que leur peuple puisse avoir accès à tous ces savoirs, et ils avaient créé une énorme bibliothèque à Cordoue. Et quand le deuxième de ces califes meurt, son fils a seulement 11 ans, et donc il peut pas prendre la succession, et il y a un homme, je sais plus quel est son titre exact, mais qui va prendre le pouvoir pendant quelques années, et lui va décider de faire un auto-da-fé et de brûler tous les livres qui ne sont pas des livres religieux. Et on va suivre trois personnages: un bibliothécaire, une esclave qui l'assiste et un voleur, essayer de sauver ces livres. Et ils sont accompagnés d'une mule, et donc ils vont partir à l'aventure avec tous ces bouquins pour essayer de les préserver des flammes. C'est une bande dessinée que j'ai vraiment trouvé super chouette. Déjà, magnifique objet livre, vous voyez, avec la tranche bleue comme ceci, c'est très beau, je trouve. C'est vraiment un bel objet livre, et le texte est super chouette. Déjà, j'ai trouvé ça très cool qu'on ait une histoire historique qui se passe au Xe siècle. C'est quelque chose dont j'ai pas du tout l'habitude, et je trouve que c'est très chouette d'aborder une période comme ça qu'on a moins tendance à mettre en avant, que ce soit en bande dessinée ou en roman de manière générale. Donc ça, c'est un aspect qui m'a beaucoup plu. En plus, j'ai l'impression d'avoir appris vraiment beaucoup de choses, et ce que je trouve intéressant, c'est qu'on interroge pas mal ce rapport religion-science sans critiquer l'un des deux pôles et sans dire qu'ils sont incompatibles. Donc je trouve que c'est fait de manière assez intelligente. Et puis surtout, c'est une bande dessinée qui va mettre en avant les livres, l'importance des livres, l'importance du savoir dans une société. C'est fait de manière très juste, et ce qui est cool, c'est que c'est pas lourd. Parfois on va avoir quelques petites touches d'humour un peu disséminées dans l'histoire, et ça marche super bien, je trouve. Les dessins sont assez sympas, j'ai bien aimé, et j'ai pas grand chose à vous en dire de plus, si ce n'est que si le résumé vous intrigue, franchement lisez-la. Je viens de la faire lire à mon copain qui a adoré, donc je pense que ça peut vraiment plaire, si bien sûr vous aimez tout ce qui est un petit peu historique, sinon ça le fera pas. Bon, je crois que vous commencez à comprendre ce format, c'est à la cool, j'ai encore les cheveux mouillés, on se prend pas la tête, il y a un bruit de fond parce que mes voisins font des travaux ou quelque chose comme ça, mais il y a du bruit depuis ce matin. Désolée. Je reviens vous parler de La jeune femme et la mère de Catherine Meurice. C'est l'histoire d'une jeune artiste française qui va aller au Japon pour trouver l'inspiration pour ses dessins, parce qu'en fait, elle en a marre de toujours peindre la même chose, et elle veut voir de nouveaux paysages, avoir de nouvelles inspirations, et elle va aller en résidence d'artiste pour cela. Elle va rencontrer un vieil homme qui lui veut aussi réinventer son art pictural, et on va suivre leur parcours plus ou moins. Ils vont rencontrer une autre femme qui va leur donner une sorte d'inspiration. L'histoire ne m'a vraiment pas transcendée. Le principe de départ, pourquoi pas, mais je trouve que c'est pas trop développé par la suite, et c'est clairement pas une histoire qui va me rester en tête parce que y a rien de mémorable dans cette histoire, c'est juste la recherche de l'inspiration. Et on passe par certains moments un peu bizarres, notamment avec un tanuki, enfin bref, il y a des passages un peu bizarres. Par contre, ce que j'ai aimé, c'est les dessins, mais les dessins de paysages, parce que j'ai adoré les paysages, j'ai trouvé ça superbe. Par contre, j'ai nettement moins aimé les dessins de personnages que je trouve un peu grossiers, mais vraiment les paysages sont sublimissimes, et c'est le point fort de cette bande dessinée, c'est qu'on en prend plein les yeux à chaque planche. Mais
pour moi, cette beauté graphique ne compense pas le manque qu'il y a dans le texte. Il me manque quelque chose. En plus, c'est assez court parce que ça fait une centaine de pages. Et je suis restée frustrée à la fin. C'est pas une mauvaise bande dessinée, mais je pense vraiment pas m'en rappeler, tout simplement. Je reviens aujourd'hui vous parler d'En attendant Bojangles, Bojangles, j'ai jamais su comment il fallait dire ce titre, de Ingrid Chabert et Carole Morel, adapté du roman d'Olivier Bourdeau. J'ai lu ce roman il y a des années, je pense que c'était en 2017, si mes souvenirs sont bons, donc ça fait assez longtemps. Je me rappelais plus ou moins de l'histoire, mais pas de tout, vraiment pas de tout. Je me rappelais surtout du côté extrêmement barré du roman et j'ai bien retrouvé ça dans cette bande dessinée. J'ai juste un petit doute concernant cette adaptation parce que elle est sortie en janvier 2022 et pourtant sur Livre Addict, quand j'ai voulu référencer ma lecture, j'ai vu que ces deux autrices avaient déjà proposé une adaptation de ce roman, mais en 2017. Donc, à mon avis, c'est une réédition, j'en suis pas totalement certaine. Donc, si c'est pas ça, je vous ajouterai un petit complément d'infos ici. Et si c'est ça, voilà, c'est une réédition. À mon avis, c'est plutôt ce cas-là, parce que je ne pense pas qu'elles aient refait une bande dessinée sur le même sujet si elles l'ont déjà fait. Pour vous raconter un peu l'histoire de ce roman et de cette bande dessinée, c'est l'histoire d'un couple. Ils sont mariés, ils ont un fils et c'est un couple qui s'aime passionnément. C'est un couple qui passe ses soirées, ses nuits à danser, à boire des cocktails, un peu au détriment de leur fils parce que leur fils il doit aller à l'école, il doit faire sa vie, mais eux ils sont tellement déconnectés de la réalité, ils travaillent pas, ils sont juste dans le fait de vivre leur amour tout le temps que c'est compliqué pour lui parce que ils ne lui apprennent pas du tout la réalité de la vie, le côté un peu moins sympa de la vie, c'est-à-dire qu'on fait pas toujours ce qu'on veut, qu'il y a des règles à respecter, etc., etc. Et un jour, il va se passer quelque chose qui va venir entacher ce schéma familial rempli d'amour et de beaux sentiments. Je vais pas vous dire ce qui se passe exactement pour garder un petit peu le suspense. C'est complètement loufoque, il faut un petit peu rentrer dans le délire parce que si vous essayez d'être super rationnel, forcément, je pense que vous aurez un petit peu de mal avec cette bande dessinée et avec le roman parce que notamment je crois qu'on la voit à la première page, voilà, il y a un oiseau comme ceci qui s'appelle Miss Superfétatoire et elle fait partie de la famille donc c'est un oiseau mais je sais pas ce que c'est comme type d'oiseau, mais on va dire un échassier qui vit dans l'appartement, enfin il y a tous des trucs comme ça complètement farfelus, mais si vous acceptez ça et que vous rentrez dans le délire, c'est une très très belle histoire. Forcément, on va pas retrouver toute la puissance qu'on peut retrouver dans le roman, vu que en bande dessinée, c'est plus court, il n'y a pas l'aspect description, enfin on peut décrire au travers des images, mais il n'y a pas vraiment l'aspect description des sentiments. Donc il y a un aspect peut-être plus superficiel que dans le roman, mais je trouve quand même que c'est hyper bien retranscrit. Les dessins sont d'une douceur incroyable. J'ai adoré les dessins de Carole Morel, j'ai vraiment trouvé ça super joli. J'ai beaucoup aimé les couleurs utilisées, j'ai aimé la représentation de cette famille dysfonctionnelle. On n'est pas toujours forcément d'accord avec ce que font les personnages, avec ce qu'ils sont et comment ils agissent. Mais c'est pas tellement ça qui importe, on ne demande pas au lecteur d'être d'accord ou pas d'accord, on nous présente juste cette famille fantasque et à nous de rentrer dans leur délire ou pas, mais c'est une histoire qui est pleine de poésie, de musique, de tendresse et je vais aussi aller la voir au cinéma très très prochainement parce que moi c'est une histoire qui me plaît. Je viens de lire la bande dessinée un peu phénomène du moment, c'est-à-dire L'Or Olympus de Rachel Smith qui avait d'abord été publiée sous forme de webtoon et puis qui a été publiée en livre très très récemment là au mois de janvier et ça marche du tonnerre, les avis sont dithyrambiques et vraiment c'est un gros phénomène, donc j'avais envie forcément de découvrir cette bande dessinée. Déjà je trouve le travail éditorial très cool parce que la couverture est toute douce, c'est un bel objet livre, donc à ce niveau là ça fonctionne bien. Quand je l'ai feuilleté j'étais pas forcément ultra fan des graphismes parce que j'aime mieux des choses qui ont l'air plus faites à la main. Ici c'est fort digitalisé mais après c'est un détail et les graphismes m'ont pas du tout dérangé pendant ma lecture. Mais par contre, je passe un peu à côté du phénomène. J'ai trouvé ça sympa, mais pas incroyable, et donc j'ai un peu de mal à comprendre pourquoi ça marche autant. Pour vous raconter l'histoire, ça parle de la mythologie grecque, mais de façon moderne. C'est-à-dire qu'on est dans une sorte de société moderne, et on va grosso modo suivre la rencontre de
Perséphone et Hadès. Donc Perséphone, la déesse du printemps, Hadès, le dieu des enfers. Et on va suivre leur rencontre. Et tout de suite, Hadès a un petit peu un coup de foudre pour Perséphone. Et on va suivre qui gravitent autour d'eux toutes les autres divinités importantes. Mais ça tourne grosso modo qu'autour des histoires d'amour. Je sais très bien que la mythologie, ça parle beaucoup de ce genre d'histoire aussi, mais j'aurais aimé peut-être un peu plus de profondeur dans l'histoire, parce que là c'est juste, ah ben j'aime telle personne, et il va se passer ça, il va y avoir telle embûche, telle embûche. Enfin, en gros, c'est une grosse romance avec des dieux grecs, et c'est vrai que moi j'attendais peut-être quelque chose d'autre, quelque chose d'un peu plus profond. On va aborder des thèmes plus difficiles, notamment le viol. Je préfère vous le dire si c'est un sujet auquel vous êtes sensible. Voilà, il y a du viol dans cette bande dessinée, mais à part ça, je trouve que ça reste assez superficiel, assez ado. En fait, c'est peut-être ça, c'est peut-être destiné plus à un public ado. Je me suis pas sentie hyper concernée par l'histoire. Et je comprends pas pourquoi ça a des si bonnes notes sur les sites de livres, pourquoi les gens sont tellement enthousiastes, parce que rien d'incroyable à mes yeux, mais ça reste vraiment un avis hyper personnel. Je suis pas sûre de lire le deuxième, par exemple, pour vous donner un ordre d'idée de à quel point j'ai aimé. C'est pas du tout une catastrophe de lecture, c'est juste que j'ai trouvé que ça restait très très simple. Je vais terminer cette vidéo là-dessus, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu, que ça vous aura intéressé, et je recommencerai très bientôt une vidéo de la sorte pour vous présenter mes lectures bande dessinée. Gros bisous!